Bonjour. Donc, aujourd'hui, nous allons reprendre où nous en étions restés la dernière fois, c'est-à-dire un rapide survol des rapports entre l'Empire parthe et l'Asie centrale, avant d'aborder ce qui fait vraiment le cœur du sujet, c'est-à-dire les rapports avec l'Empire sassanide. Nous examinions donc cet ensemble tout à fait remarquable de sculptures dans le pavillon de Khalchayan en Ouzbékistan, qui, de la vie générale, est contemporain des débuts de la dynastie Kushan et où on peut trouver des indices sur les rapports entre cette dynastie et ses voisins de l'Ouest, les Parthes, et aussi ses voisins du Nord, nomades. Alors, j'avais donc expliqué que l'encens, on a disons, deux scènes de bataille et puis deux espèces de portraits de famille, enfin, des scènes collectives, où ils sont rangés en rang d'oignons, on dit en histoire de l'art en frontalité. Et sur l'un des panneaux, la répartition des personnages entre les panneaux est hypothétique, mais sans doute les restitutions de Madame Pougatchenkova ne sont pas trop éloignées de la vérité, en tout cas pas plus que des alternatives qui ont été proposées ensuite. Dans l'une des scènes, il semble qu'on ait le couple royal principal, puisque le personnage ici, sur le trône qu'il partage avec sa femme, paraît âgé. Et puis on a plusieurs princes plus jeunes, dont un, mais c'est sur un autre panneau, tient une armure, en trophée, une armure qui semble correspondre aux armures portées par les adversaires des couchants sur les scènes de bataille. Et alors, ce qui est tout à fait curieux et qui pourrait être un indice chronologique vraiment important, c'est que l'un des personnages n'a pas du tout le type physique ni des couchants, ni de leurs adversaires dans les scènes de bataille. C'est très clairement un Parthe, et même, peut-on dire, un représentant de la dynastie des Arsacides, puisqu'il porte le bandeau royal. Dès le début, Madame Pougatchenkova avait identifié son appartenance ethnique, mais elle cherchait des modèles d'explication un peu trop anciens du 1er siècle avant Jésus-Christ, parce qu'elle avait, elle tablait sur une chronologie qui a maintenant été rajeunie. Et il semble qu'il y ait aussi une princesse près de lui. Voilà. Alors, il y a un certain temps, j'ai proposé une identification précise pour ce personnage. Évidemment, on lui a refait le nez, vous ne faites pas trop attention avec le haut nez, mais le port de la barbe, la taille des cheveux correspond très bien à un roi, un souverain parthe qui s'appelait Vardhan Ier, vers 45 après Jésus-Christ. Les portraits des Parthes, après avoir été très réalistes, deviennent très stéréotypés par la suite, mais on voit que ce qui les différencie, c'est des différences assez subtiles dans la pilosité. Alors, celui-là, ça correspondrait pas mal, avec une barbe un peu pointue, pas trop longue, voilà, les cheveux en grande boucle, redressés sur le front. Or, il se trouve que ce personnage, c'est le seul des souverains parthes qui est connu pour avoir séjourné en Bactriane. C'est l'historien romain Tacite qui nous en parle. Voilà, les frères Vardhan et Godarzès. Enfin ça c'est le commentaire. Vardhan fait face à la rébellion de son frère Gotarzès, qui s'appuie sur les Hyrcaniens et les Dahes. Les Dahes, c'est la tribu nomade dont sont issus les Parthes.
Et l'Hyrcanie, c'est à l'est de la Caspienne, aujourd'hui le Gorgan. On va être amené à reparler de ce pays. Finalement, il a été chassé et, de sa capitale Séleucie, et il est parti se réfugier dans les plaines des Bactriens. Voilà. Après quoi, il est rétabli sur le trône, mène campagne contre des Sakas, donc des nomades qui sont entre son empire et les Bactriens, et les Couchants, et puis finalement, il est éliminé. Donc, j'ai fait l'hypothèse que donc, ce personnage pourrait être celui-là, voilà, et que ce tableau de Famire représenterait le moment où il a été accueilli comme réfugié à la cour des premiers Couchants. Et là, vu la date, on serait en 45 après Jésus-Christ, ça correspondrait assez bien à l'époque de l'avènement de Kujula-Kadphises, le premier véritable empereur couchant, celui qui a réunifié les 5 tribus des Yuezhi et qui a commencé la conquête de l'Inde. Alors, la présence, il serait assez vraisemblable que ce refuge, sur lequel Tacite ne donne pas de détails, se soit accompagné d'une union matrimoniale, qu'on lui ait fait épouser une princesse couchane. Parce que c'est presque toujours ce qui se passait. Voilà. Quand les nomades d'Asie centrale accueillaient chez eux un prétendant au trône voisin, pour se le mettre dans la poche, il lui fournissait une aide militaire et il y trouvait une épouse dans le clan royal, ce qui permettait après de resserrer les liens. On a des situations comme celle-là, récurrentes en fait, à la fin de l'époque sassanide. Il y a 4 souverains sassanides qui, étant en difficulté à l'intérieur avec leur propre aristocratie, ont recouru à une alliance à l'Est, et parfois c'était cimenté par une union matrimoniale. On sera amené à en reparler plus tard. Il y a Péroz, bon, finalement ça s'est mal terminé, ses alliés l'ont éliminé dans une bataille, ses anciens alliés l'ont éliminé. Kavad, qui avait été détrôné, tout ça, ça se passe à la fin du 5e siècle, il avait été détrôné, il s'est réfugié chez les Eftanites, puis Khosrow Ier et Khosrow II, eux, ils ne sont pas allés ils sont pas allés chez les Turcs qui avaient remplacé les Eftalites, mais ils se sont appuyés sur eux. Donc il y a une histoire récurrente dans les rapports entre Iran et Asie centrale d'alliances de revers pour régler des problèmes de pouvoir interne. Et ça peut parfois être cimenté par une alliance matrimoniale. On le sait dans le cas de Kavad, qui aurait épousé la fille du souverain turc, du souverain Eftalite, sa sœur. Donc, mon hypothèse, c'est qu'on a ici Vardan accueilli à la cour des premiers Couchants, et qui vont lui fournir des troupes pour l'aider à remonter sur le trône, et par la suite, on apprend donc qu'il va faire campagne, on ne parle plus des Bactriens, il va faire campagne à l'Est contre les populations qui s'interposent entre son empire et les Couchants. Je répète ça. Voilà. Ici, les Sakas. Donc les Couchants à cette époque, les ancêtres des Couchants sont ici, en Bactriane. Khalchayan est exactement là, c'est là où se trouve ce pavillon. Et puis, on arrive au moment où les Couchants vont commencer à leur expansion vers le sud et puis vers l'Inde. Et voilà, le cœur des Parthes, c'est ici. L'Hyrcanie, dont on va être amené à reparler, c'est là. Et par la suite, donc, Vardan va faire campagne contre ces peuples qui sont
entre les deux, et il serait donc bien imaginable que ces campagnes aient été combinées et qu'ils se soient appuyés, qu'il les ait fait en collaboration avec ses anciens alliés couchants. Tout ça est une reconstruction complètement hypothétique, mais il faut vraiment rendre compte de la présence de ce souverain parthe dans le tableau de famille. Alors on se situerait à ce moment-là à l'époque de l'avènement du premier véritable empereur couchant. Alors avant lui, il y a ce personnage, on l'a appelé souvent Héraios, mais c'était une mauvaise lecture. En fait, il est intitulé comme Yabgu, c'est le titre des chefs tribaux des Yuechi. Turanountos, donc c'est un mot grec, celui qui exerce le pouvoir. On a traduit le mot Yabgu, on a évité d'employer le mot Basileos, qui veut dire roi, parce qu'à l'époque c'est un sous-roi. Et il est très proche, son type physique est extrêmement proche, vous voyez, de celui d'un des princes de Khalchayan. Ce n'est pas forcément le même, mais c'est assurément le même clan. La même ethnie et probablement le même clan familial. Et alors après lui vient le premier véritable empereur couchant qui est Kujula Kadphises, dont on n'a pas beaucoup d'images, mais alors lui aussi, on trouve son type physique avec des grands favoris dans la galerie des personnages de Khalchayan. Donc, dans mon hypothèse, on se situe autour de 40, 50 après Jésus-Christ, au moment où on va commencer la construction impériale. Alors, regardons maintenant ce qui se passe plus au nord, dans le royaume du Khorezm, qui forme la limite septentrionale des peuples iraniens sédentaires, au sud de la mer d'Aral. J'ai souvent été amené à en parler dans mon cours des années précédentes. Alors, ce royaume du Khorezm, on est là, la Bactriane ici, Khalchayan, etc. Ça se situe là. L'Hyrcanie, le royaume parthe commence ici. Et au-delà, séparé par les déserts, ça c'est très important parce que le Khorezm étant historiquement toujours en position d'insularité, ce qui lui a assuré une certaine indépendance. Alors le Khorezm avait fait partie de l'Empire achéménide, puisqu'il est mentionné dans l'inscription de Darius à Bissoutun, comme une province rebelle qu'il a soumise à nouveau. Plus tard, on apprend qu'il y a des contingents de Chorasmiens, donc du peuple du Khorezm, dans l'armée, dans les garnisons achéménides d'Égypte, à Éléphantine, sur le Haut-Nil. Donc ils font partie de l'Empire achéménide, et puis on ne les voit plus vraiment apparaître dans les batailles contre Alexandre, et finalement, Alexandre, en réalité, renonce à les soumettre. Il ne va pas monter d'expédition, là-bas. On nous rapporte que le roi du Khorezm a envoyé une ambassade à Samarcande, à Alexandre, qui se trouvait soit à Bactre, soit à Samarcande, on en discute, et il a probablement utilisé une ruse géographique, parce qu'il lui a dit on va faire alliance l'année prochaine, rendez-vous sur le fleuve Tanaïs, et on fera ensemble une campagne contre les Thraces. Bien, chez Alexandre, tout l'entourage d'Alexandre a cru qu'il s'agissait du fleuve Tanaïs, du Don, ici. Mais, et que c'est là qu'habitaient les Chorasmiens. En fait, ils habitaient sur le bas Amoudaria, mais que les Grecs prenaient aussi pour le Tanaïs. En fait, ils ne voyaient pas le quart du camembert. Ils ont cru que le rendez-vous était à la frontière de la Macédoine, et ces territoires pour eux n'existaient pas. Et en réalité, le roi du Khorezm savait très bien ce qu'il faisait, il est rentré chez lui tout à fait tranquille. Bien.
Alors, il semblerait qu'ensuite, il y a eu une certaine forme on a des indices d'une certaine forme de suggestion ou d'alliance à l'époque parthe ancienne, et puis le Khorezm s'est émancipé, ce dont on a des indices. Un premier indice, c'est que dans la première grande capitale du Khorezm, Arshakhan-Kala, dont j'ai été amené à vous parler, fondée peut-être au IIe siècle, 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, cette capitale a subi un siège. Voilà la fouille de l'enceinte intérieure, qui a été construite d'une manière extrêmement sophistiquée, vous voyez, avec des techniques de tours saillantes, de couloirs à plusieurs étages. Ce sont des techniques grecques qu'ils ont dû avoir par l'intermédiaire des Parthes, qui construisaient de cette manière leur fortification. Et bien, à un certain moment, la porte de la tour a été enfoncée. On a des impacts de boulets de catapultes sur le rempart, et la porte est incendiée, puis reconstruite. Alors, il n'y a pas beaucoup de peuples à l'époque en Asie centrale qui savaient utiliser les catapultes. Mais les Parthes le savaient. Ils avaient fait des guerres de siège en Arménie contre les Grecs, etc. Donc, on peut supposer, et on a supposé, que peut-être cette tentative infructueuse, semble-t-il, de conquérir la capitale du Khorezm était le fait des Parthes. Alors, pour la date, hein, on n'a pas de monnaie, on a le carbone 14, parce que la porte a brûlé. Ça indique à peu près le milieu du 1er siècle avant notre ère, mais c'est très approximatif. Bien. Tout ce que nous disent nos sources écrites, hein, qui sont gréco-romaines, c'est que les Parthes, de temps en temps, mènent des campagnes contre les peuples scythes pendant à peu près tout le 1er siècle avant notre ère, les Sakas. Donc ça pourrait aussi désigner, évidemment, ça pourrait avoir englobé le Khorezm. Ensuite, il y a une manifestation d'indépendance de la part du Khorezm, c'est que ils vont créer une ère pour dater leurs documents. Une ère qui, auparavant, tout le monde en Asie centrale en fait, utilisait l'ère arsacide, l'ère parthe, l'ère de 247 avant Jésus-Christ, qui commence avec la prise du pouvoir par le premier roi parthe qui sort du peuple nomade des Da et qui s'appelle Arsas. Ils s'appellent tous Arsas après. Et c'est en 247. C'est un point fixe dans la chronologie de l'Asie centrale. À un moment, les Parthes créent leur propre ère. Le problème, c'est que il y a une discussion pour savoir à quelle date leur ère a remplacé l'ère parthe. Disons, le consensus qui s'est imposé chez les chercheurs soviétiques, c'est quelque part entre 10 et 50 après Jésus-Christ. Bon. Ce qui correspondrait assez bien à un moment où on ne voit plus beaucoup de monnaies parthes circuler en Asie centrale. Ils ont l'air de s'être vraiment repliés sur la partie centrale et occidentale de l'Empire. Maintenant, certains chercheurs proposent une date beaucoup plus tôt, un siècle plus tôt en réalité. Les arguments sont de nature surtout archéologique et en fait assez ambigus. Ce n'est pas décisif. Mais il y a un indice qui pourrait fonctionner. Et malheureusement, il peut fonctionner dans les deux sens, pour une date haute et basse. Alors, je vous explique, c'est une histoire de chiffres ronds. On s'est rendu compte, c'est Harry Falk, qui il y a une dizaine d'années s'est rendu compte, découverte absolument géniale, que les aires créées par divers royaumes d'Asie centrale qui proclamaient leur indépendance sont en fait des jubilés. C'est-à-dire qu'on prenait une ère qui avait été
en vogue pendant longtemps, et on crée la nouvelle ère quand on était arrivé à un chiffre rond. Alors, on en est sûr pour, les Indocites dont je vais parler tout à l'heure. On sait maintenant que leur ère, c'est 47 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'est l'ère arsacide plus de 100 ans. Bon. On en est sûr pour les couchants. On sait, l'ère, la fameuse ère couchane qui va servir vraiment de pivot, qui a été discutée pendant très très longtemps, et puis maintenant, ça paraît quand même un pivot bien établi, 127 après Jésus-Christ, eh bien, c'est une ancienne ère des Grecs, l'ère Yavana, les Indiens l'appelaient comme ça veut dire l'ère des Grecs, fondée par un roi grec, alors on hésite entre deux. Moi, je pense que c'est le grand Eucratide, voilà ici la monnaie d'or, dernier roi qui est régné à Aïchanoum. C'est l'ère Yavana plus 300. Voilà. Et donc, on est tenté de penser que l'ère du Choresme est aussi en rapport mathématique avec l'ère des Parthes dont il s'émancipait. Mais alors, voilà, est-ce que c'est plus 200 ou est-ce que c'est plus 300 ? Eh bien, on ne peut pas encore décider. Si c'était plus 200, ça nous met en 47 avant Jésus-Christ, qui correspondrait à peu près au moment où on date cette guerre apparemment près de la capitale. Si c'est plus 300, ça nous mettrait en 52 après Jésus-Christ. Si c'est plus 200, en fait, il se serait émancipé au même moment que les Indocites qui étaient plus au sud. Mais ça pourrait être plus 300. Actuellement, on est plusieurs à travailler là-dessus. Pavel Lourier est d'accord avec moi que nous, on est plutôt pour la date basse parce que ça correspondrait, en fait, ça pourrait à ce moment-là correspondre, disons, voilà, les documents datés qu'on a trouvés dans le magnifique palais de Toprak-Kala, qui a succédé en fait à la première capitale de Arshakhan-Kala, sont datés et ça s'arrête à un moment qui correspondrait, dans l'hypothèse de Basse, ça correspondrait à un moment qui serait autour de 300 après Jésus-Christ. Et ça, c'est intéressant parce qu'on nous dit plus tard, Al-Biruni, que cette année-là, au Choresme, on a changé de capitale. Bon, c'est un bon argument, mais il n'est pas forcément, il ne s'impose pas forcément. D'autres, comme par exemple Michele Minardi, un article récent, attirent l'attention sur le fait que les magnifiques sculptures de terre crue, de style très grec, qu'on a trouvées à Toprak-Kala, il y en a ici, ressemblent énormément dans leur style à l'art ancien du Gandhara, dont les premières grandes œuvres sont de la fin du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Et il n'y a pas de trace d'influence sassanide, qui devrait en principe y avoir si on se trouve en plein dans le 3e siècle. Bon, donc pour le moment, on est dans le brouillard. Voilà, c'est un point important et qui n'est toujours pas réglé. Culturellement, une des premières monnaies du Choresme, on peut difficilement dater, mais enfin, ils ont adopté le type du roi archer au dos. Et ce type-là, ça fait un synchronisme. Le premier couchant qu'on a vu tout à l'heure, le Héraios, il a exactement le même, et également les Indocites. Donc, ces revers permettent d'établir des synchronismes. Mais on voit que ce roi pourrait peut-être bien avoir régné pas trop de temps après celui-là.
Mais pour la datation absolue, voilà, est-ce qu'il où est-ce que se situe par rapport à la proclamation de l'indépendance de son pays, parce que en fait, la création de l'ère, c'est la proclamation de l'indépendance. Eh bien voilà, il y a cette hésitation sur un siècle. Alors, pour en revenir au Parthes, donc, au 1er siècle avant Jésus-Christ, on nous parle surtout de leurs problèmes à l'Est, probablement aussi au Nord. Voilà, quand les écrivains gréco-romains, et notamment Tacite, parlent de... Enfin, Tacite, c'est un peu plus tard, parlent de problèmes qu'ils ont avec les peuples Saka, Scythes, au Nord et à l'Est. Ben, ça peut être effectivement à l'Est, ça peut être aussi au Nord avec le Choresme. Mais en tout cas, par la suite, on n'entend plus trop parler de guerre dans cette direction, mais on entend parler de guerres récurrentes avec la province de l'Hyrcanie, qui est aujourd'hui, historiquement, c'est le Gorgan, province iranienne, aujourd'hui partagée entre l'Iran et le Turkménistan. En Iran, au Turkménistan, c'est la province du Dehestan. Bien. Alors, ça a paru bizarre, ces guerres, ce grand empire parthe qui n'arrête pas d'avoir des ennuis avec cette petite province, comme disent des historiens anglais, pas plus grande que le pays de Galles. Ben, effectivement, c'est pas plus grand que le pays de Galles. Comment est-ce qu'ils ont pu être un tel problème? David Beaver a proposé une solution ingénieuse. Il a dit non, ça ne doit pas Hyrcanie, ça doit être un prête-nom, en fait. Ça recouvre autre chose. Bon, on sait que les historiens romains souvent désignaient les peuples par des désignations archaïques. Quand ils continuent à parler des Scythes, quand il ne s'agit plus de Scythes, quand ce sont déjà des Turcs, etc. Alors, ils auraient peut-être pris le mot Hyrcanie pour désigner en fait l'Empire couchant. Et ce seraient des guerres entre les Parthes et les couchants. Oui, mais c'est un peu trop joli pour fonctionner. Parce que les rares fois où les sources gréco-romaines nous parlent des couchants, ce qui était le cas donc avec le refuge du roi Vardan, on les appelle les Bactriens. Ils ne les appellent pas les Hyrcaniens, ils les appellent les Bactriens, là où qui est le cœur de leur empire. Bon. Et en fait, quand on parle d'Hyrcanie, on peut aussi tout penser qu'il ne s'agit pas que de cette province qui a effectivement des vallées, ça désigne aussi un arrière-plan nomade, tout ce qui vient derrière. Et par exemple, le texte de Tacite qui nous parle de la guerre de Vardan avec l'Hyrcanie, mais il écrit les Hyrcaniens et les Dacs, donc les nomades qui sont restés en arrière de l'Empire parthe. Et si on comprend qu'en fait, derrière l'Hyrcanie, il y a tout ça, on comprend mieux qu'il pose un tel problème à l'Empire parthe. Et donc on peut parler d'un hinterland militaire qui, pourquoi pas, se serait étendu jusqu'au Choresme. Après tout, encore une fois, à l'époque achéménide, on a une garnison de gens du Choresme à Éléphantine, on le sait par des papyri araméens. Donc ils ont servi de mercenaires parfois très loin. C'est une région visiblement très spécialisée dans l'activité militaire. C'était sa position très frontalière, c'était un pays qui devait être en état de mobilisation personnelle. Alors on a, toujours pareil, dans ces affaires, on procède de manière policière. Hein. Comme on n'a pas beaucoup de textes, on attrape les indices qui nous tombent sous la main. Et là, il y en a un qui est intéressant. Voilà, dans une tombe au Choresme, et même au nord du Choresme, sur le bas Sirdaria,
une tombe peut-être du IIe siècle avant Jésus-Christ. Le défunt s'était fait enterrer à côté de son armure. Une armure très sophistiquée, en plaque de métal. Alors voilà le plastron, et voilà les jambières qui se sont comprimées comme un accordéon, mais ce sont les lamelles qui protègent les jambes. Elles sont épais. Eh bien, j'ai trouvé la même armure. C'est moi qui l'ai trouvée, il y a 40 ans, dans la fouille d'Aïranoum, à l'Arsenal. Ce sont des armures dites de cataphractaires, c'est-à-dire les armures qui recouvrent le corps entier. Et voilà, j'ai trouvé plusieurs pièces, dont cette pièce-là qui est le plastron, qui est exactement ça, et cette pièce-là qui est la jambière, qui correspond exactement à ça. C'est la même armure. Donc, ce personnage, il y a plusieurs façons de voir cette similitude. On peut se dire, eh bien, peut-être qu'à Aïranoum aussi, ils avaient des contingents qui venaient de très loin au nord, que les Grecs ne suffisaient pas comme force militaire, ils recrutaient des mercenaires très loin dans la steppe. Ça peut être aussi que ce personnage se serait fait enterrer avec une armure qu'il aurait prise ou acquise quand il était au service de royaumes plus au sud. Ça pourrait être au service des Parthes, ça pourrait être au service des Grecs. La première description historique qu'on a d'une armée de cataphractaires, c'est en 193 avant Jésus-Christ, donc chronologiquement pas loin de ces armures-là. C'est quand le roi séleucide Antiochos III attaque les Parthes et il se trouve... non, c'est quand il va se battre contre les Romains à la bataille de Magnésie, où finalement il mordra la poussière. Et il écrit aux Romains, et il leur dit « Attention à ce que vous allez prendre sur la figure, parce que dans mon armée, il y a des gens qui sont, vous n'en croirez pas vos yeux, ils sont complètement couverts de plaques de métal, ils sont invincibles. » Et donc, l'idée est qu'il recrutait des gens qui portaient ce type d'armure. Plus tard, les Romains vont les utiliser dans leurs armées, mais beaucoup plus tard, contre les peuples germaniques. Donc, on aurait cette idée que le Khorezm aurait eu une vocation dans le mercenariat militaire au service de qui pouvait payer, des royaumes plus au sud. Et ça, c'est vraiment un phénomène de longue durée. On a donc la garnison sur le Nil à l'époque achéménide. À Bagdad au IXe siècle, dans les troupes d'élite de l'armée du calife, il y a des princes et des contingents du Khorezm. Et au XIIIe siècle en Syrie, qui va aider les Mamelouks à chasser les croisés? Eh bien, des contingents du Khorezm. C'est une histoire très très longue. Alors, continuons notre tour d'horizon de ce qui s'étend entre l'Empire parthe et l'Asie centrale. On a une zone tampon au sud-est. Voilà, les Parthes sont là. Voilà, et là on se situe. Voilà, disons cette carte. Pas très. J'ai piqué ça sur Wikipédia, mais bon, on peut difficilement faire mieux en fait. On se situe, disons, en gros au 1er siècle avant Jésus-Christ. On a, plus exactement, entre moins 50 et plus 30. On a un royaume, enfin, une confédération avec apparemment plusieurs souverains qui règnent ensemble en même temps, qui occupe cette zone qui est entre donc, le Sistan, le sud-est de l'Iran actuel, une bonne partie de l'Afghanistan, il déborde beaucoup sur l'Inde,
Alors, eux, ils ont vraiment affiché leurs origines. Hein. Vous voyez, ça c'est un des souverains. Il est... excusez-moi là. Voilà, c'est Azès, celui qui a créé une ère. Vous voyez l'armure qu'il a? Il a exactement la même armure que les ennemis. Il a exactement la même armure que les ennemis des couchants sur les reliefs de Khalchayan. Voilà, donc tout ça, ça vient du monde de la steppe. Et alors, encore mieux, ici, il s'est montré sur un chameau à deux bosses. Donc c'est vraiment jamais un roi iranien hors d'Asie, jamais aucun roi iranien, même un couchant, ne s'est représenté sur un chameau. Et plus tard, les seuls qu'on voit sur des chameaux, sur les reliefs sogdiens de Chine, c'est des commerçants. Lui, il se montre sur un chameau, pour montrer que... et ces chameaux, c'est pas dans le sud de l'Afghanistan et dans le sud-est de l'Iran qu'il les obtient. C'est des chameaux à deux bosses, à poils laineux, il les obtient du nord. Bon. Ces Indo-Scythes ont essaimé sur la côte indienne, ils tenaient la côte indienne, et ils sont également allés loin au nord-est. On sait qu'ils ont à un moment occupé la grande ville de Taxila, et ils vont continuer à subsister sur la côte indienne pendant longtemps, en cours jusqu'au 1er siècle de notre ère, même 2e siècle. C'est les royaumes qu'on appelle les kshatrapas, c'est-à-dire en indien, et c'est-à-dire, ça correspond au terme iranien satrape. On a des monnaies, et on arrive à identifier plusieurs petits royaumes. Alors, on a un document écrit, ça fait pas... Il n'y a pas pléthore, mais autour de notre ère, disons peut-être dans le début du 1er siècle de notre ère, on a un itinéraire marchand qui s'appelle les stations Parthes. Ça nous a été transmis en grec. C'était attribué à un personnage qui sortirait de la colonie grecque de Spassinou Charax, c'est-à-dire que c'est sur le bas Euphrate. Le site est identifié, donc colonie marchande évidemment, mais lui, il s'intéresse à l'itinéraire terrestre, étape après étape. C'est vraiment une source très concise, mais vraiment fondamentale pour nous. Et il finit par dire, voilà, il traverse tout l'Empire parthe, enfin il recueille des itinéraires de marchands. Il traverse l'Empire parthe, il revient, il va dans les provinces où s'était d'abord formé l'Empire parthe. Il évite les couchants, visiblement, puisqu'ils descendent et ils arrivent finalement dans une ville qui disent être la limite de l'Empire parthe. C'est Kandahar, aujourd'hui, dans le sud de l'Afghanistan, qui s'appelle encore Alexandropolis, puisque Alexandre y avait fondé une colonie. Alors, c'est intéressant parce que ça nous montre que la notion d'empire parthe s'étendait jusque-là, alors qu'en réalité, à ce moment-là, il y a les Indo-Scythes, qui mordent sans doute sur une partie de l'itinéraire. Ils doivent être à Kandahar, qui vont assez loin jusqu'en Inde. Mais ils sont pas assimilés à l'Empire parthe. On leur reconnaît visiblement, on considère que c'est quelque chose d'indépendant. Alors, ensuite, les Indo-Scythes sont remplacés on va dire maintenant vers 30 après Jésus-Christ, par une autre dynastie, ensemble familial, qu'on appelle les Indo-Parthes. Alors pourquoi Indo-Parthes après Indo-Scythes? Vous avez les références culturelles des Indo-Scythes, on l'a vu, sont très steppiques. Voilà. Les Indo-Parthes,
visiblement, ce modèle se considère davantage comme des Parthes. Voilà. Alors, la question est de savoir, est-ce que ce ne serait pas là, à ce moment-là, une branche de la dynastie parthe? Il y a eu des hypothèses. On a dit que c'était la famille des Sourènes qui avait pris le pouvoir à ce moment-là. En fait, on n'en est pas du tout sûr. Mais leur onomastique est plus proche, enfin, est assez semblable à celle de la dynastie. Et puis vous voyez la façon dont il s'affiche là, ce type de coiffure, c'est typique des souverains parthes. Mais en fait, il y a eu des emprunts réciproques de symboles royaux avec les peuples de la steppe. Alors il y a un rapprochement assez intéressant entre cette monnaie et celle-là. Il y a un siècle. Voilà un des premiers rois parthes, enfin un roi parthe, disons, à peu près vers 90 avant Jésus-Christ. Il s'appelle Sinatroukès. Et regardez la coiffure qui s'est mise. Une tiare avec des petites figures d'animaux. On le sait, c'est typique des régalias dans la steppe. On a trouvé des exemplaires réels dans les tombes, on en a sur les peintures à Archankala, on en a dans des tombes scythes, Pazyryk notamment. C'est absolument typique de la steppe. Et on trouve une explication. Il a passé sa jeunesse comme otage chez les Sakas. Et donc, c'est les Sakas qui l'ont imposé sur le trône, et il a gardé la mode. Voilà. Et un siècle plus tard, 90, oui c'est ça, même plus d'un siècle plus tard, on a le plus grand, enfin l'un des premiers souverains indo-parthes, Gondopharès, qui adopte exactement le même couvre-chef. Donc, visiblement, lui aussi, bien qu'étant supposé être un parthe, affiche des liens avec le monde de la steppe. Alors, Gondopharès est un personnage, visiblement, ça a été un grand souverain. Bon, à peu près, il a régné à peu près d'entre plus 30 et plus 60. Et il est le seul roi indo-parthe qui soit connu dans la tradition occidentale. Parce qu'on a un récit les actes de Thomas. Dans les actes de Thomas, on nous dit que saint Thomas, peu après la mort du Christ, serait allé se travailler comme charpentier chez Gondopharès. C'est le seul exemple qu'on a dans les textes qui nous indique la présence d'artisans venus de l'Empire romain dans ces royaumes. Par ailleurs, il est passé par la littérature des évangiles apocryphes dans les récits de la Nativité, parce que c'est l'un des trois rois mages, Gaspard. Le mot Gaspard est une déformation graphique de Gondopharès. Donc, donc, du coup, on a beaucoup spéculé parce que, y avait-il... on savait que ces gens étaient zoroastriens, on savait que les zoroastriens attendent un sauveur, que les récits autour de l'arrivée du sauveur zoroastrien se situent au Séistan, près du grand sanctuaire de Kuerwaja sur le lac Ramoun, sur lequel, on a dit aussi que peut-être ce temple avait été construit par Gondopharès. En fait, on n'a pas d'indice pour ce aussi ancien. Et puis, il y a toutes sortes, justement, comme par hasard, c'est autour de ce sanctuaire qu'on a des légendes zoroastriennes qui sont quand même qui font sonner nos oreilles, parce que dans un texte incontestablement beaucoup plus ancien que le christianisme, le Zamyad Yasht,
qui est c'est à peu près d'époque achéménide, on nous explique que le sauveur à la fin du monde va être conçu par une vierge qui va se baigner dans le lac où Zoroastre autrefois a laissé sa semence. Le sauveur issu d'une vierge. Bon, et ça c'est avant le christianisme. Voilà. Donc il y a sans doute eu des communications, on va dire des communications mythologiques entre eux. On a peu d'indices, mais là on sent qu'il y a quelque chose. Alors, les Indo-Parthes finalement vont reculer devant un autre larron qui est l'Empire couchant, donc qu'on a vu se créer là en Bactriane vers le milieu du 1er siècle de notre ère et qui rapidement, en quelques décennies, s'étend sur l'Inde du Nord-Ouest et puis un peu plus tard s'étendra jusqu'à l'Inde centrale. Mais encore une fois, il va subsister, les Indo-Parthes vont disparaître, éliminés par les couchants, enfin sauf peut-être des petits princes qui vont rester dans les montagnes, mais des restes des Indocites vont continuer à subsister ici sur la côte. Alors, la grande question qui se pose à nous, c'est quelle a été... On a vu que les relations entre Empire parthe et couchant, ça a été un peu compliqué au début, puisque au dernier cours, j'ai signalé des affrontements militaires tout au début. Ensuite, il semblerait, cette alliance qui se noue au moment où ce souverain parthe se réfugie à la cour des couchants. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, il y avait l'hypothèse de Bivard qu'il s'était fait la guerre et que ces guerres, en fait, se masquaient derrière l'étiquette de guerre contre l'Hyrcanie, mais à vrai dire, je crois que plus personne n'y croit. L'impression, enfin, mon avis, je ne suis pas le seul dans à penser ainsi, c'est qu'il y a plutôt eu coexistence pacifique à ce moment-là, entre les couchants et les parthes. Ils avaient intérêt à s'entendre. Ils avaient intérêt à s'entendre à cause du grand commerce. Par exemple, on n'a pas d'indice que les Parthes n'ont jamais essayé de contrôler directement la côte indienne, ce que feront les Sassanides. Ils n'ont jamais essayé. Il y a sans doute, ils ont laissé ça aux mains des descendants des Indocites. Visiblement, l'Empire couchant, ils se sont satisfaits d'une espèce de partenariat qui faisait de l'Empire couchant l'intermédiaire du grand commerce terrestre qui commence à ce moment-là à se développer avec la Chine, c'est les débuts de la route de la soie, et probablement aussi du grand commerce maritime. Alors on a un indice textuel de, encore une fois, ce qui a probablement été une coexistence pacifique. On a vu que dans les stations parthes, on dirait plutôt que l'Empire couchant est évité, mais les stations parthes, c'est un texte peut-être du début du 1er siècle de notre ère, c'est-à-dire à un moment où l'Empire couchant n'est pas encore stabilisé. On a un texte plus tardif qui est, en fait, c'est Ptolémée, le géographe Ptolémée, au IIe siècle, qui en parle, mais il reproduit un itinéraire un itinéraire de les années, on va dire, la fin du 1er siècle. Voilà, la fin du 1er siècle. L'itinéraire qui a été transmis par un patron marchand de Syrie qui s'appelait Maestitianos et qui a recueilli les informations de ses agents. C'est déjà le début de la route de la soie. En Occident, c'est l'acte de naissance de la route de la soie, l'itinéraire de Maestitianos. Vous voyez en rouge, ils sont passés par
ils sont passés là où passaient les stations parthes au début. Ils traversent l'Empire parthe au nord, mais là, au lieu d'obliquer carrément vers le sud, par là, Kandahar, ils continuent et ils franchissent vaillamment le Pamir, donc des zones sous contrôle couchant, et puis ça termine en Chine. Alors attention, il ne faut pas croire que les agents, que les employés du marchand syrien sont arrivés jusque-là. En fait, à partir du débouché du Pamir, Kashgar, ils disent à partir de maintenant, on ne compte plus en étapes, on compte en jours de marche. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'y étaient pas. Ils ont recueilli des informations de gens qui leur ont dit ah ben, pour arriver de la capitale de Chine, il faut 3 mois, etc. Ils n'y étaient pas. Mais ça a quand même permis de compléter l'itinéraire. Quant à l'aboutissement final, qu'on appelle Sera Métropolis, la métropole des Chinois, on ne sait pas. Ça peut être une des grandes capitales des Han, Luoyang ou Chang'an. Ça pourrait être une grande ville marchande plus proche, Wuwei. Là, les indications de distance ne sont pas faciles à reporter sur la carte. Mais vous voyez que au moment de ce voyage, la coexistence pacifique, les routes ne sont pas coupées entre les deux empires. Mon opinion, c'est que les deux empires ont senti l'intérêt de coopérer. La grande question qui va se poser avec les Sassanides, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont rompu cet équilibre. On a quelques indices plus tard, effectivement, de ce que il y a une circulation relativement libre depuis l'Empire couchant. Par exemple, en 127 après Jésus-Christ, les indications ne sont pas très développées, mais on sait que l'empereur Hadrien, il stationne en Syrie et reçoit des ambassadeurs des Bactriens. Bien. Ah, c'est curieux, 127, c'est l'avènement du grand roi couchant Kanishka qui crée une ère. Donc, est-ce qu'il n'est pas venu annoncer son avènement à Hadrien? C'est une hypothèse extrêmement tentante qui indiquerait qu'une circulation était possible. Et puis, on a quelques indications au moment de la fin de l'Empire couchant, quand l'Empire couchant finit par succomber sous les attaques des Sassanides. On nous dit, c'est des sources arméniennes, Moïse de Corène, qui nous dit que le dernier couchant a fait appel aux Arméniens pour avoir de l'aide. Après, les Arméniens, on va souvent les retrouver en Asie centrale. Il a fait appel aux Arméniens parce qu'il a dit on est cousins, tu es un Arsacide de la dynastie parthe, et puis moi aussi. Voilà. C'est témoignage difficile à utiliser parce que le nom du roi couchant, qui s'appelait Vasudeva, a été adapté en arménien en Vesachan, qui veut dire le bien conseillé. Ça, c'est le problème des sources arméniennes, c'est qu'elles peuvent être à la fois, comme disait Paul Bernard, quand on les lit, on devient fou. Elles peuvent être à la fois très précises, donner des renseignements qu'on trouve nulle part ailleurs, et puis parfois très, très remaniées, très adaptées. Alors, rapport culturel entre les deux empires. On a supposé des rapports assez directs, mais c'est pas des données très solides. On a dit que certains noms de divinités zoroastriennes qu'on trouve sur le monnayage des couchants étaient en fait empruntés aux Parthes, à des formes parthes. Sims Williams a fait justice de tout ça, ce n'est pas le cas. Ces formes viennent du vieux calendrier zoroastrien qui remonte aux Achéménides. Il y a quand même, alors voilà, tout de même quelque chose d'impressionnant. On a sous Vishka, enfin voilà, au IIe siècle, des monnaies assez rares, hein, d'un dieu.
la grande majorité des dieux qu'il met sur ses monnaies, ce sont ça on l'avait vu les années précédentes, ce sont des dieux zoroastriens, des dieux iraniens, et un certain nombre de dieux indiens. Et puis arrive comme ça Sarapo, Sérapis, le grand dieu d'Alexandrie. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, alors que les dieux sur les monnaies kushanes sont souvent représentés d'une manière très schématique, très conventionnelle, c'est vraiment presque des squelettes debout qui tiennent les attributs. On a dit, le grand numismate russe Zeimal disait c'est des poupées Barbie. Les dieux couchants, c'est des poupées Barbie, des mannequins qui sont habillés avec des attributs. Dans son cas, il est sur le trône. En réalité, c'est très probablement inspiré de la grande statue de culte de Sérapis qui était à Alexandrie et qui a été détruite par les chrétiens, finalement, au moment de la christianisation de l'Empire. Comment est-ce qu'il est arrivé ici ? À l'époque grecque, on voit que il y a quelques indices du culte de Sérapis dans les colonies jusqu'à Aïranoum. On a un nom, Isidora. Bon, voilà. Donc Isis, ça va avec Sérapis. À l'époque kushane, on pense plutôt qu'en fait, c'est venu de la côte indienne. C'est-à-dire que il devait y avoir des colonies gréco-égyptiennes sur la côte indienne qui devaient avoir des temples, un temple ou des temples de Sérapis. Et le souverain couchant a considéré que, comme c'était un des peuples de son empire, il devait faire représenter leur dieu sur ses monnaies. C'est très rare, hein, mais enfin c'est quand même assez impressionnant. On a dit aussi que, il y a des rapports assez troublants entre les statuettes de terre, les statuettes cultuelles de terre cuite qu'on a donc sur des sites couchants et des statues parthes. Vous voyez le drapé, presque identique. Certains attributs aussi, la déesse qui tient une fleur ou qui salue avec la main, c'est vraiment très proche. Alors, il se trouve que le répertoire de la terre cuite religieuse, qui va être extrêmement développé en Asie centrale, n'est pratiquement pas attesté à l'époque grecque. Or, c'est de là que ça démarre. À Aïranoum, on a trouvé extrêmement peu de statuettes de terre cuite. Ça a démarré après. Et l'hypothèse a été faite que les modèles seraient venus en fait de l'Empire parthe, probablement des moules. Voilà. Ces statues viennent de... Ça, c'est Harar, Palmyre, Hatra. Voilà, les grands sites parthes mésopotamiens. Et sur le site de... DT, c'est d'Alverzin Tepe, vous avez des statues qui sont vraiment très très semblables. Alors maintenant, en s'élevant d'un degré de plus, on va dire oui, mais après tout, on a la notion d'art parthe qui s'est imposée en histoire de l'art, qui s'est imposée d'abord avec Rostovtsev il y a à peu près un siècle, et puis brillamment portée par Daniel Schlumberger, cette idée que Rostovtsev avait été le premier à dégager l'idée que en Iran et aussi en Mésopotamie sous influence parthe, notamment à Palmyre, on a un art qui a qui se caractérise par des traits communs. Hein. Le principal, c'est la frontalité. Hein. Les personnages vous regardent. Et puis un certain nombre de détails, la linéarité, le souci du détail, les yeux hypertrophiés, etc. Et l'idée de Schlumberger, c'est qu'il fallait appliquer la notion d'art parthe aussi à l'art couchant, qu'il y avait beaucoup de points communs, et fondé dans les deux cas sur une adaptation de modèles grecs.
Bon, en réalité, c'est pas si clair que ça. On a des traits dans l'art couchant qui rappellent l'art part, mais ça n'est pas, très dominant. La frontalité, bon, on l'a parfois. Hein, les grandes statues des empereurs couchants que j'ai été amené à vous montrer quand on a parlé du site de Surcotal, par exemple, c'est des statues d'âles adossées au mur. Ils ont les jambes écartées, ils vous regardent tout droit. Bon. Là, d'accord, mais c'est pas tout. Dans l'art du Gandhara, par exemple, il n'y a pas tellement de frontalité. C'est quand même assez souvent beaucoup plus animé, avec des poses variées. Alors, on voit quand même, quand il s'agit d'un art très officiel, je reviens à Khalchayan, là, oui, c'est vraiment de l'art part. Et Schumberger, d'ailleurs, l'avait vu. Dans son dernier livre, il a connu tardivement ses découvertes archéologiques, mais dans son dernier livre, L'Orient hellénisé, il a introduit les découvertes de Khalchayan en expliquant que ça validait le modèle aussi pour la Bactriane. Bon, ce qu'on va dire, c'est que, oui, d'accord, il y a une ambiance commune, il y a un certain continuum, il y a probablement eu des circulations d'artistes, mais c'est quand même resté des arts assez indépendants. Voilà, donc j'ai terminé ce survol qui a pris un peu de temps, mais il faut vraiment bien voir les phénomènes de substrat. Donc à partir de la semaine prochaine, on aborde en plein les conquêtes sassanides en Asie centrale et la suite des influences, des interactions entre l'Empire sassanide et l'Asie centrale, ce qui nous conduira jusqu'à la fin du cours et à la fin de mon existence dans cet établissement.